Bonjour messieurs. On va avoir le plaisir de faire cette conférence pour vous quatre. Donc je suis Pascal Cavaillon, pharmacien galéniste, fondateur de d'Inal Expert. Et Et moi, Thomas Ricourt, je suis le créateur de NIR Industrie et je suis chimiste et spécialiste de ce qu'on appelle les PAT. Voilà. voilà. Donc on va vous parler des PAT, Process Analytical Technology, du QBD, le Quality by Design, comme vous le voyez, pour comprendre et maîtriser les procédés de fabrication. Tout procédé, qu'il soit pharmaceutique ou cosmétique évidemment, hein, c'est vraiment l'origine de notre travail et de notre conférence. Alors, on a monté un pôle de compétences qui regroupe plusieurs sociétés que sont NIR Industrie, Inal Expert et Galenesis pour tout ce qui est validation des méthodes analytiques. L'idée pour nous, c'est de montrer que le QBD, les PAT, mais aussi la modélisation mathématique et la capacité, c'est-à-dire les mathématiques et les statistiques, sont des approches complémentaires et intégrées qui vont vous permettre de comprendre et de maîtriser vos procédés de fabrication, avec une méthodologie, une approche qui est extrêmement bien définie et qui est définie, comme on le verra, aussi par les autorités. Qu'on soit aussi, et c'est important, en développement, hein, puisqu'on commence ces méthodologies en développement, mais aussi pour maintenir cette... Et je vais arrêter 2 secondes. Alors, pour le développement, pour développer les produits et améliorer la compréhension que l'on a des procédés et ensuite maintenir cet état de maîtrise pendant l'étape de production. Alors tout ça pourquoi? Si vous avez une maîtrise du procédé, vous aurez une maîtrise du produit pour le bénéfice du patient. Hein, puisque le produit est au bout de ce processus. Améliorer votre efficience, être en compliance avec les exigences des autorités, et puis, comme je vous l'ai dit, maintenir l'état de maîtrise en production. Alors, NIR Industrie, ici, qui est représenté par Thomas, a la possibilité de louer des équipements, des PAT, des Process Analytical Technology, ou de vendre des produits, les louer, notamment pour faire des essais, en particulier des proof of concept sur vos procédés de fabrication. Alors maintenant, on va diviser la conférence en deux. Je vais introduire la partie Quality by Design et je passerai la parole ensuite à Thomas Ricourt pour le PAT. Alors, comme vous le savez, c'est un de nos combats, je dirais, qu'on soit dans l'industrie pharmaceutique et cosmétique, c'est se battre contre la variabilité qui va driver un certain nombre d'éléments, comme vous le voyez ici. Plus la variabilité est faible, plus le risque est faible, plus le coût de la non-qualité, le cost of poor quality, est faible, et plus les notions de qualité produit fini vont être importantes, et en particulier la satisfaction client. Donc vous voyez, on attaque tout de suite par une problématique de variabilité qui est extrêmement importante et qui nous pose des problèmes dans nos procédés de fabrication. Là-dessus, il faut savoir que l'AFDA, dans les années 2000, avec PricewaterhouseCoopers, a fait une enquête et a démontré que l'industrie pharmaceutique, dans sa globalité, était à un niveau de qualité de 3 sigma level. Alors 3 sigma level, je pense que vous avez tous des idées des notions de capacité de 6 sigma. Hein, le 6 sigma, en fin de compte, c'est le 6 sigma level, d'accord? Et donc, quand vous avez une fabrication qui obéit à 6 sigma, vous avez 1-3% de coût de la non-qualité. Quand vous êtes à 3 sigma, c'est des calculs statistiques qui prouvent ça, vous êtes entre 20 et 25%. Juste sachez que ce niveau de qualité est le même niveau, on va dire presque de défaut, que l'on a dans les factures qu'on peut trouver dans les bars et les restaurants. Hein, c'est pour vous dire que dans les années 2000, le niveau de qualité de l'industrie pharmaceutique était donc à un niveau, on va dire, relativement difficile. Et c'est pour ça que d'abord les Américains, la FDA, puis le EMA avec les Européens, ont monté ce système de Quality by Design, au départ avec ICH Q8, Q9 et Q10, et maintenant ça s'applique aussi, on a des textes sur les principes actifs, avec un objectif global, c'est de rendre flexible, efficient et agile tout procédé de fabrication, que l'on soit en développement ou en production, avec l'objectif d'obtenir des produits avec un haut niveau de qualité et pour ceux qui connaissent bien l'industrie pharmaceutique, sans qu'il y ait des mois et des mois de questions-réponses avec les autorités pour faire valider les produits. Alors,
on a essayé plutôt de faire ressortir 3 points essentiels de tous les textes que vous avez concernant les procédés de fabrication. Il y a 3 notions qui sont extrêmement importantes. La première, c'est d'être capable d'identifier toutes les sources critiques de variabilité et de les expliquer. Pourquoi les 2 termes identifier et expliquer? Parce que dans la démarche Quality by Design, vous avez plusieurs phases. Une phase de conception où on identifie les sources critiques de variabilité. On va travailler comme les ingénieurs, hein, sur le papier pour essayer d'identifier ces sources critiques de variabilité sur nos procédés. Et l'explication viendra ensuite de la phase expérimentale, hein, qui permettra de prouver si une source de variabilité est critique ou non. Cette notion de criticité est très importante. Elle permet de comprendre si un facteur impacte à fort risque un output d'une opération, qu'elle soit chimique, physique ou biologique. La deuxième notion que je vais illustrer ici, c'est que la variabilité doit être managée par le procédé et donc en cours de procédé. D'où l'intérêt des PAT et de différentes choses. Ici, vous voyez, si vous avez un input qui est variable et un procédé qui est fixe, vous aurez un output qui sera aussi variable et donc en général un produit fini qui a un niveau de consistance ou on va dire un niveau de capacité relativement faible. L'idée ici, ça va être d'avoir ce même input variable, mais ensuite d'avoir, grâce à l'approche QBD, grâce au Process Analytical Technology, grâce à la modélisation mathématique, grâce au Design Space, d'avoir un procédé qui va s'adapter à cette variabilité et donc d'avoir un output beaucoup plus consistant et d'avoir une meilleure capacité, c'est-à-dire d'atteindre ces fameux 5 ou 6 sigma level que l'on souhaite obtenir. Le troisième élément important, c'est d'être capable de prédire ce qu'on appelle les Drug Product EQA. Alors, les acronymes, je ne sais pas si vous les connaissez, hein, c'est les Critical Quality Attributes, ce sont les propriétés critiques du produit fini, mais de tous les éléments des produits intermédiaires et des matières premières. Donc, d'être capable de prédire ces éléments à partir justement de ces fameuses sources critiques de variabilité que vous pouvez avoir sur des matières, le principe actif, etc. J'en passe et des meilleurs. Hein. Et c'est cette notion, cette capacité à prédire qui reflète la meilleure compréhension des procédés que vous pouvez avoir sur des réactions chimiques, physiques ou biologiques. D'accord? Alors, je vais aller un peu plus dans le détail maintenant avec l'idée essentielle qu'on a sur les procédés et que vous retrouvez un peu partout, c'est-à-dire que pour maîtriser un procédé, il faut le comprendre. Si vous ne comprenez pas une réaction, en général, vous aurez du mal à la maîtriser. Et on a cette idée globale, je comprends le procédé, ce qui me permet de maîtriser le procédé, ensuite donc de maîtriser le produit fini, avec ces fameux Drug Product Critical Quality Attributes, hein, donc les attributs critiques du produit fini qui sera en relation avec les notions de sécurité et d'efficacité chez le patient, puisqu'in fine, l'idée, c'est de protéger le patient. Hein, on est bien d'accord avec ça. Et donc, l'approche QBD nous offre des outils qui permettent d'analyser les procédés et d'analyser notre niveau de compréhension. Avec d'abord ce qu'on appelle le Target Product Profile qui résume les exigences au niveau de la clinique. Et de là, on va définir le Quality Target Product Profile qui va définir le cahier des charges au niveau pharmaceutique. Il y a toujours et d'abord une approche clinique avant de développer un médicament. Et ce Quality Target Product Profile, maintenant, c'est celui-là qui va m'intéresser, qui va me permettre de définir mes objectifs de développement et de fabrication et qui va me permettre de comprendre mon niveau de connaissance au niveau du procédé et du produit. Et puis ensuite, pour la compréhension du procédé, on va rentrer dans les éléments critiques de l'approche QBD, que sont l'analyse de risque que vous pouvez faire sur le principe actif et sur votre procédé de fabrication, avec l'aide des PAT pour avoir un maximum d'informations. Et le deuxième élément qui fait partie de la maîtrise d'abord du procédé et du produit, c'est la fameuse contrôle stratégique que je traduis exprès en stratégie de maîtrise et non pas stratégie de contrôle, attention, et qui va être aidé là aussi de la modélisation des PAT et de notions de capacité, d'accord, pour démontrer cette maîtrise du procédé et du produit. Okay, je vais aller maintenant encore un peu plus loin avec un exemple. Vous voyez ici tout en bas le développement, l'idée des comprimés avec un premier Drug Product EQA qui est l'uniformité de dosage de chaque comprimé et qui va dépendre au niveau des différentes opérations, de l'uniformité de masse au niveau de la compression et de l'uniformité de mélange au niveau du mélange. Hein, c'est
relativement simple. Vous voyez qu'au niveau du mélange, vous avez dans cette opération, vous avez toujours un input et vous avez un output. D'accord ? L'input est caractérisé par exemple par la particule size distribution du principe actif, d'un excipient, la densité, et puis les paramètres process. J'ai pris 2 exemples que sont la vitesse et la durée du mélange. Hein, voilà tout simplement une opération de mélange, une opération de compression et l'obtention de comprimés. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, vous allez avoir un slide un peu lourd, j'entends bien, mais on va essayer de caractériser cette opération de mélange par une matrice qui s'appelle la matrice IPO, Input Process Output, qui va permettre de caractériser tous les éléments critiques en input, c'est-à-dire du principe actif, des matières premières, des excipients, et puis les paramètres process, les QCPP. On va aussi voir les attributs de la poudre après mélange, c'est-à-dire par exemple son écoulement, sa densité et autres, et on va essayer de comprendre la relation qu'il y a entre ces inputs et ces outputs. Si vous comprenez cette relation, vous êtes capable de maîtriser votre procédé. Mais vous êtes aussi capable de comprendre ensuite les impacts de ces outputs CQA sur le reste du procédé et sur le produit fini. Et toute cette démarche va être importante dans le cadre de l'analyse de risque FMECA que vous connaissez sous le nom de l'AMDEC, des plans d'expérience, des design of experiment et de la stratégie de maîtrise. Toutes ces matrices que vous pouvez faire sur chaque opération vont vous permettre de travailler dans le cadre d'une analyse de risque, d'un plan d'expérience et d'une stratégie de maîtrise. Parce que la stratégie de maîtrise, c'est exactement tous les éléments critiques que j'aurai ici. Hein. Et donc, votre job en tant que développeur et de fabricant ensuite de procédés, ça va être de définir et de maîtriser ces fameux facteurs critiques. Alors, je vais aller très vite parce que on a encore pas mal de choses à vous dire, mais là, je voudrais vous montrer juste l'approche systématique qui est développée grâce aux documents des autorités. Ça commence, comme je vous l'ai dit, par une phase d'objectif, c'est-à-dire qu'on va définir les drug product EQA d'un comprimé. Alors, je vous ai mis des exemples, hein, l'apparence, l'identité, le dosage, la dissolution, les impuretés, produits de dégradation. Ensuite, on va rentrer dans la phase de conception, c'est-à-dire qu'on va définir le flowchart, opération par opération, puisque les autorités nous demandent de maîtriser chaque opération, ce qui permet de maîtriser l'ensemble du procédé. Ensuite, on va faire ces fameuses matrices IPO qui permettent de comprendre la relation entre l'input et l'output de chaque opération, mais aussi l'impact de l'output sur le produit fini. Ensuite, on va avoir une analyse de risque type FMECA, je suis persuadé que vous connaissez. Et donc, cette matrice va nous permettre de définir des actions recommandées pour pallier tous les risques qu'on aura mis en évidence à partir de ces éléments critiques. Et on va construire un plan perte, d'accord, qui va nous permettre de gérer un plan de développement sur 1 an, 2 ans, 3 ans, en fonction de la complexité de vos procédés de fabrication. Voilà, donc ça c'est bien la partie design phase, phase de conception, qui est un peu nouvelle hein, pour des pharmaciens. Moi j'ai commencé à travailler il y a 30 ans, on n'avait pas ça. On ne travaillait pas comme les ingénieurs, alors que les ingénieurs font ce type d'approche. Hein, c'est de réfléchir au produit avant de faire l'expérimentation. Et puis ensuite, eh bien, on tombe sur des choses, je dirais, relativement classiques, hein, des stratégies de plan d'expérience où on va analyser chaque facteur critique, l'intégration des PAT au niveau de ces plans d'expérience, les Pareto, les design space qu'on peut avoir pour développer la compréhension de ces procédés de fabrication et puis la capacité, ce qui nous permet ensuite de rentrer dans les opérations de Continuous Process Verification, c'est-à-dire la validation des procédés avec la maîtrise des risques, le dossier et la définition du control space. Hein, je pense que vous connaissez tout ça. Et donc, vous voyez qu'il y a bien une approche systémique, c'est-à-dire que dans l'approche QBD, il est évident que vous devez parcourir toutes ces différentes étapes avant pour valider un procédé qui est notre objectif. Voilà, donc maintenant je vais passer la parole à Thomas Ricourt pour la partie PAT, Process Analytical Technology, technologie qu'on met en ligne pour éviter ce fameux je fabrique, je contrôle. Non, maintenant c'est je fabrique et je contrôle en même temps pour justement gérer cette variabilité. Merci Pascal. Alors, un petit point intéressant, c'est que on vous a montré des exemples qui sont en pharma. Sauf qu'ici, c'est un salon pharma et cosmétique. Et il s'avère d'une part que vous allez voir que c'est intéressant sur les exemples extrêmement pratiques, ça c'est la première chose.
Deuxièmement, c'est qu'on a pas mal de produits maintenant cosmétiques et dès qu'il y a un actif dedans, on sort, on appelle des produits frontières, on sort du domaine purement cosmétique et on arrive dans le domaine où on est très très proche, voire complètement au point de vue réglementaire, sur la pharma. Ça c'est important. Deuxième chose, il y a une mode actuellement, c'est tous les produits solides, notamment qui sont séchés, lyophilisés et autres. On voit les shampoings solides, les dentifrices solides. Et vous allez voir que les exemples qu'on a pris là peuvent aussi s'appliquer à ça. Donc c'est pour ça que la démarche ici, c'est effectivement une approche pharma, mais aussi vers les cosmétiques. Tu peux aller aussi- je te laisse avancer. Donc première chose, on a pris quelques exemples très simples. Le mélange. Là, on est sur les mélanges à retournement, mélangeurs. Donc l'idée, c'est, encore une fois, c'est de pouvoir suivre un mélange et de façon extrêmement simple. Là, on s'est mis sur une technologie qui est le proche infrarouge, tout simplement. On le met, alors vous verrez si vous allez sur nos stands A66, on a un couvercle modifié spécialement pour ça. On pose sur la cuve le couvercle modifié avec le spectro et on lance les rotations et on peut mesurer en continu l'homogénéité en direct. L'avantage de cette techno ici et de cette approche-là, c'est qu'on a une approche où il n'y a pas de base de données. Souvent, les gens disent « Oh là là, c'est compliqué les PAT », les Process Analytical Technologies, donc les techniques d'analyse en process. Et là, non, pas du tout. Celle-là, c'est vraiment extrêmement simple. On installe, on ajuste entre guillemets le système et après, il est prêt à suivre. Et vous voyez la courbe en bas à droite, c'est une courbe de suivi de mélange. Lorsque le mélange est très hétérogène au démarrage, on a en fait une distance mathématique qui est très élevée. Et plus le mélange s'homogénise, plus cette distance devient proche d'un plateau. C'est-à-dire que quand on arrive à un plateau par ici, on est homogène. Et ça, on a des clients qui en pharma libèrent leur lot sans problème. Après validation évidemment auprès de la FDA et autres, mais libèrent leur lot complètement par cette technique-là et qui prend encore une fois aucune base de données. Mais en revanche, on a un avantage, c'est qu'on a une traçabilité totale, c'est-à-dire qu'on a une signature du process pour tous les lots qui ont été fabriqués. Et on ne vient pas perturber par prélèvement d'échantillons dans la cuve. À côté de ça, on peut aussi faire une approche quantitative où là, on peut mesurer un actif, on peut mesurer différents intrants qu'on aurait mis dedans, notamment du stéarate de magnésium, des choses comme ça. Mais là, ça nécessite à ce moment-là une petite base de données à créer. Je veux bien que tu ailles au slide suivant. Deux exemples concrets. Un spectro qui est simple, encore une fois installé sur un couvercle, comme je disais. Là, ici, sur un petit spectro, je dirais sur un petit mélangeur à retournement. Et là, vous avez le même sur un mélangeur plus gros. Elle doit démarrer la vidéo. Non, il faut que tu appuies dessus, il faut que tu cliques dessus. Vas-y. Voilà. Là, vous avez juste un spectro installé sur un mélangeur. On s'est mis sur. Là, c'est pas le couvercle, voilà. Et il va suivre en fait en direct ce qui se passe dans votre mélangeur. Et que ça soit un mélangeur d'ailleurs à retournement comme ça ou un mélangeur fixe avec des pales, ça, c'est pas du tout un souci. Et c'est une approche extrêmement simple. L'intérêt, c'est qu'on a ici un accès à une signature de process. Voilà. Si on va un peu plus loin, on passe sur le slide suivant. Là, je vais vous montrer concrètement ce qui se passe lorsqu'on suit, nous, sur un mélangeur à la fois. Donc, cette fameuse courbe, ce qu'on appelle nous MBSD, qui va être l'objet de mélange, c'était courbe là jaune. Et là, c'est trois actifs qu'on a mis dedans et qu'on va suivre en direct, ce qui nous permet d'avoir d'une part de dire ça y est, j'ai atteint l'homogénéité de mélange et en même temps, j'ai atteint au niveau de ma recette les différents niveaux d'actifs que j'avais prévus en termes de cible départ. Voilà, c'est une approche en continu avec un gros avantage, c'est que vous avez une signature du process, enfin un spectre à toute étape, ce qui veut dire que derrière, si vous voulez faire de la traçabilité, du trend chart et autres, on peut l'avoir, on l'obtient, et même si l'échantillon, même si le lot a disparu, puisque vous l'avez peut-être vendu ou autre, ou a servi à une autre étape de la fabrication. Voilà. C'est juste pour montrer, ça c'est extrêmement simple, et c'est une des applications les plus, on va dire, populaires entre guillemets en pharma, et notamment en mélange de poudre aussi en cosmétique ou dans d'autres domaines comme l'agroalimentaire ou la chimie. Voilà. Je rajouterais juste une signature et un endpoint, ce qui fait que vous pouvez l'avoir sur un mélange de 10 kg, vous passez à 100 kg, avec peut-être des variabilités ou même variabilité des matières premières. Vous aurez toujours cette signature et ce endpoint qui vous permettra d'arrêter le mélange au moment où vous avez l'homogénéité. Donc vous voyez, par rapport à des prélèvements, vous voyez une valeur ajoutée. Merci Pascal. Donc après un autre, on a choisi aussi une autre étape intéressante, c'est la graination humide et le séchage et le broyage. Donc voilà, juste pour vous expliquer le principe qu'on a utilisé aussi avant, c'est d'abord en 3 étapes, on définit comme dans le QBD, on définit effectivement ce que vous voulez faire, vos objectifs, ça c'est important. On met en place dans ces cas-là ici, dès que vous avez un paramètre à mesurer, quantitatif, il y a forcément une base de données derrière. Pas forcément très grand parce qu'en pharma ou même en cosmétique, on a peu d'échantillons, de variabilité d'échantillons, contrairement à l'agroalimentaire où on peut avoir des bases de données gigantesques
notamment je pense à l'agriculture, lorsqu'on mesure les protéines dans le blé, juste comme ça peut être des échantillotèques de 1000-1500 échantillons. Là, honnêtement, en pharma, avec le recul, après plus de 15 ans d'expérience, les bases de données, si elles dépassent les 50 à 100 échantillons, pour faire un modèle qui tient la route, c'est grand maximum. Après, pourquoi? Parce que vos matrices sont simples, il n'y a pas 36 000 molécules. En agroalimentaire ou même dans le monde du vin, on a jusqu'à 5000 molécules différentes dans le même échantillon, donc ça devient un peu plus complexe. Voilà. Et puis il y a tout ce qui est variabilité, je dirais saisonnalité et autres qui sont importants. Ce n'est pas le cas en produits en pharma. Voilà. Et puis une fois qu'on a fait nos modèles, on va les valider et derrière on va les tester en routine et éventuellement rajouter des échantillons qui seraient un petit peu hors spec pour pouvoir, on va dire, augmenter la robustesse de vos profils. En revanche, comme vous avez vu tout à l'heure sur les mélangeurs, il y a l'étape donc qualitative où là, on oublie cette approche-là, il n'y a pas de base de données, encore une fois, et ça qui est intéressant. Là, il y a une petite. Et pourquoi je vous dis ça? C'est que ici, on a cette fameuse signature de procédé. Là, on fait un suivi-séchage sur un LAF ou autre. Alors, ça peut être des différentes marques connues. Notamment, il y a un fabricant ici, Romaco, qui est présent. On travaille aussi avec eux. Et là, vous avez effectivement un procédé de séchage, enfin de granulation et de séchage, et on voit les points. Alors, les points roses, ce sont des prélèvements du laboratoire. Les points bleus, c'est ce que fait le spectro, en l'occurrence, c'est du proche infrarouge ici. Et on est capable de suivre vraiment et donc d'avoir accès à cette signature de process. Et surtout, c'est qu'une fois votre lot a été, je dirais, utilisé pour une étape suivante, vous avez encore accès à cette information parce qu'on a gardé cette signature et toute cette traçabilité. Ça, c'est très important qu'on ne peut pas avoir avec un échantillon au labo classique où on fait un prélèvement, mais le prélèvement est détruit. Là, ce n'est pas le cas. Vous allez voir, je vais laisser Pascal reprendre la main là-dessus. C'est pour vous montrer qu'on peut aussi intégrer ces technologies pour discuter avec l'automate, en l'occurrence là c'est sur un GLAT, où le logiciel qui gère le GLAT, donc le lit fluidisé, va être impacté et va pouvoir optimiser le process, différentes variables grâce à l'information envoyée par le système PAT en temps réel. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de signature et de endpoint. Et pour illustrer ça, on a cette prédiction d'humidité et de comparaison entre le NIR et de la LOD. Donc, ça a été fait sur 161 lots. Vous voyez que sans le NIR, vous obtenez cet histogramme avec les barres en gris et cette loi de distribution en rouge. Hein. Donc vous avez quelque chose qui est relativement loin de la spécification qu'on voulait obtenir, qui est à 12%, qui est cette verticale en vert. Donc vous voyez deux choses, vous êtes relativement loin et vous êtes très variable. Avec le NIR, signature donc et endpoint, eh bien vous avez quelque chose, c'est-à-dire vous drivez, vous managez votre variabilité. Donc vous obtenez une humidité qui est proche, hein, puisque là on est axé sur du 11%, et que vous voyez que la variabilité est extrêmement diminuée. Hein, c'est l'histogramme des barres en rouge que vous avez avec la loi de distribution en bleu. Hein. Donc c'est toujours cette idée de signature et de endpoint qui vous permet d'être plus proche de vos spécifications, de vos critères d'acceptation. Donc encore une fois, le process va manager la variabilité de l'entrant. Merci Pascal. Sachant que là, effectivement, on a utilisé de la spectroscopie proche infrarouge en tant que PAT, parce que elle fonctionne très bien sur l'humidité. On n'a pas pu utiliser du Raman ou d'autres choses comme ça ici. Mais on a d'autres exemples où on utilise d'autres technologies. Voilà. Ici, vous avez concrètement ce qui se passe si on lance la vidéo. Voilà. Vous avez vos spectres en haut à gauche, à chaque étape. Alors, c'est je crois qu'on a fait quelques 30 secondes, une minute. Et vous avez votre courbe de suivi de séchage qui est en bas en rouge et qui vous permet de suivre en temps réel ce qui se passe dans votre séchoir. En l'occurrence, ici, on partait de 32% jusqu'à une valeur cible de 2%. Donc, cette fameuse signature de procédé. Voilà. On va aller au slide suivant. Tout appuie. Voilà. Et là, je vais redresser la main à Pascal, juste pour vous expliquer que là, on est passé sur des formes solides. Et donc, vous montrer toutes les étapes qui existent. Voilà, tout simplement. Voilà, on a voulu vous illustrer parce qu'on vous a parlé du NIR, mais il y a beaucoup d'autres choses. On a parlé du mélange et puis du séchage. Mais sur une fabrication de comprimés, vous voyez qu'on peut, sur les excipients et sur le principe actif, analyser, identifier ce principe actif.
On peut aussi mesurer sa teneur en eau, son polymorphisme, c'est-à-dire sa structure cristalline. On peut évaluer sa taille moyenne, donc des éléments qui sont importants dans tout ce qui est management des poudres. Sur le mélange, il y aura évidemment l'homogénéité du mélange et puis sa teneur en eau qui est toujours un élément important. Sur la phase de granulation que vous avez ici, il y aura toujours sur la granulation humide ces notions d'homogénéité et de mesure de l'humidité. Par contre, sur le séchage, on sera encore une fois sur l'humidité, mais surtout ce qui sera important pour nous, ça sera la taille du granulé et puis sa densité, ainsi que son polymorphisme, parce que si jamais il y a une solubilisation du principe actif, il peut changer de polymorphisme et donc de structure cristalline, et ça peut avoir un impact important. Après, on continue sur le mélange, sur le blender. En général, le mélange pratiquement final avant compression avec un lubrifiant tel que du stérate de magnésium, d'accord. Et ensuite on passe sur la compression. Et bien sur la compression, on a aussi des éléments qui nous permettent. Je repasserai la parole à Thomas qui vous expliquera pourquoi le faisceau, pourquoi on est capable de mesurer des éléments comme la porosité, la dureté, la désintégration et la dissolution à des temps spécifiques, mais aussi faire de l'uniformité de teneur en temps réel sur les comprimés qui sortent d'une machine à comprimer. Alors là, évidemment, hein, quand vous avez des machines à comprimer qui font 100 000 comprimés à l'heure, vous n'allez pas mesurer tous les comprimés. Mais par rapport à un prélèvement en QC de, je sais pas, d'une dizaine de comprimés, vous serez capable quand même d'analyser à peu près 10% ou voire 20% de votre fabrication. Donc vous imaginez la qualité de la réponse et du contrôle que vous pouvez effectuer. Je passe juste la parole à Thomas pour expliquer pourquoi on peut aussi voir des éléments de dureté. Oui, alors merci Pascal. Il s'avère que le proche infrarouge, en général, on ne prépare pas l'échantillon, on est in situ. Ce qui fait que l'interaction de l'infrarouge, enfin, du proche infrarouge en l'occurrence, va à la fois due aux liaisons chimiques classiques, ça c'est la spectroscopie, mais en plus au caractère physique, granumétrie, densité et autres. Et donc le faisceau va interagir et on peut avoir un accès, et ça fonctionne très bien, justement à ces paramètres comme la dureté, la porosité. La dissolution aussi fonctionne plutôt bien, mais à un temps spécifique. Et puis parallèlement aussi, on peut se projeter sur les cosmétiques, tout ce qui est poudre ou enrobage, où là, pareil, c'est une bonne approche de l'utilisation d'un PAT, en l'occurrence ici, le proche infrarouge. Donc c'est pour montrer un exemple de forme solide, mais on est ici sur les pâtes, les crèmes, sur les liquides. Donc c'est assez large, hein, mais c'est pour montrer un exemple parmi tant d'autres. On pourrait sinon passer toute la journée à faire ça. Voilà. Et donc vous reconnaîtrez, pour ceux qui font des comprimés ou des poudres, vous retrouverez tous les CQA critiques, hein, tous les Critical Quality Attributes. On n'a rien inventé, hein, c'est connu depuis des dizaines d'années. Par contre, le fait d'être capable de les manager en temps réel, c'est ça qui est important pour qu'in fine, vos comprimés soient maîtrisés. On a enlevé le coating, hein, mais on fait la même chose sur du coating de comprimés ou alors... en cosmétique, je n'ai pas tellement d'exemples de coating, mais dans l'agroalimentaire, du coating, ça existe aussi énormément. Et donc, on est capable de gérer ce coating et puis l'impact sur la dissolution derrière en fonction du coating. Voilà. Eh bien, on arrive à la conclusion avec les perspectives. Donc, comme on vous l'a dit, si vous suivez ces approches, Quality by Design, PAT, modélisation mathématique et capacité, d'abord vous serez en compliance avec les exigences des autorités. J'imagine qu'il y a aussi des autorités dans la cosmétique, hein, pour certains produits auxquels je pense. Et c'est surtout, vous aurez une meilleure compréhension, une meilleure maîtrise de vos procédés de fabrication. Je reboucle avec ce que je vous ai dit au début. Et donc une meilleure maîtrise du produit fini, toujours pour le bénéfice du patient ou du client. Et puis vous pourrez garantir qu'en fabrication commercial, vous arrivez à maintenir cet état de maîtrise, parce que c'est aussi ça qui est important, cette relation entre le développement et la production. Vous aurez aussi une meilleure maîtrise de vos procédés, d'accord, avec une réduction des coûts et notamment une réduction du coût de la non-qualité. Et donc quand je parle de réduction des coûts, donc d'augmentation de notre efficience, c'est autant une réduction des coûts que des temps de cycle, parce que vous imaginez qu'un mélange où vous avez une signature de process et un endpoint, vous n'avez pas besoin de faire de prélèvement, d'aller au sécu, d'attendre qu'on vérifie l'homogénéité du mélange, de revenir et de lancer votre production. Non, une fois que c'est homogène, vous allez directement et vous tapez les comprimés sur des machines à comprimer. C'est aussi simple que ça. D'accord ? Aujourd'hui, vous pouvez aussi intégrer, il y a des guidelines là-dessus, ce qu'on appelle le real-time release ou le partial real-time release. Il faut savoir qu'il y a quelques produits pharmaceutiques qui sont libérés sans
QC. Ça existe aujourd'hui. Je crois qu'il y a 3 ou 4 produits, hein, donc il faut le savoir. Et Thomas en a parlé, mais en termes de perspective, là, on vous a donné un exemple sur le NIR et sur les comprimés, mais il est évident qu'on peut travailler, nous, sur toutes les autres technologies. Alors, pour vous donner des exemples, on travaille sur le raman, on travaille sur de l'imagerie avec de l'intelligence artificielle pour, par exemple, suivre des cultures d'acariens, des choses comme ça. Enfin, on s'amuse bien, je dois vous le dire. Et puis, on est capable de travailler sur des semi-solides et sur des liquides avec toutes ces technologies. Et puis, n'oubliez jamais que ce sont des équipements qui sont tout à fait adaptés aux technologies de mélange en développement et qui s'adaptent tout de suite sur ces technologies en production. Ce sont les mêmes. J'arrive juste, et j'ai juste terminé. Voilà. Donc si vous avez des questions, on se fera un plaisir, Thomas et moi, de vous répondre. Merci. Sachant qu'on est juste derrière au A66, donc n'hésitez pas. Et on a d'ailleurs un biofermenteur sur place où on a installé de l'infrarouge. Voilà.